Bonjour, je m'appelle Anne-Dominique Desfontaines. J'enseigne le yoga depuis une trentaine d'années et je suis praticienne en Ayurveda depuis une petite dizaine d'années. J'ai envie de partager avec vous comment les trésors de ces disciplines accompagnent et transforment notre quotidien, ou votre quotidien. Bonjour Anne-Dominique. Bonjour Caroline. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et ce que j'aimerais explorer aujourd'hui avec toi, c'est le thème du yoga et de la liberté. Waouh! C'est un vaste sujet. Super. Ouais. Pourquoi ce thème? En fait, je suis partie moi d'un sujet très perso. La liberté, c'est une valeur fondamentale chez moi. Je réalise combien aujourd'hui le yoga m'accompagne dans ce chemin vers la liberté, que ce soit yoga et Ayurveda d'ailleurs. Je pense que j'ai exploré peut-être 10% de la manière dont ça peut m'amener vers toujours plus de liberté. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Pour toi, c'est quoi la liberté et comment ça peut l'accompagner? Alors, vous avez 2 heures. Les premières choses auxquelles ça me fait penser, c'est qu'effectivement, le yoga va nous permettre d'accéder à la liberté parce qu'il travaille, donc en négatif, il travaille au déconditionnement. Donc, on va pouvoir accéder à des espaces et à des actions que l'on va faire nouvellement. Et soit dit en passant, quand on fait quelque chose comme ça de nouvellement, qui est hors d'un conditionnement, ça amène aussi beaucoup de joie. Donc, c'est une liberté qui va aller conjointement avec la créativité. Donc, travailler au déconditionnement, on va libérer des espaces et on va aussi travailler particulièrement à libérer différentes entraves qui sont en nous. Et en particulier, je dis souvent ça pour le yoga, quand on dit dans les postures, ce qui nous limite, c'est le psychisme. Et ça va donc libérer des espaces, des entraves psychiques en soi, des limites qu'on va retrouver avec, par exemple, avec les émotions. La peur qui va faire résonner la notion d'ancrage, de sécurité. La sécurité, c'est quelque chose qui, en espace d'insécurité, on va agir à installer notre quotidien de façon limitée. On va construire nos barreaux sur lesquels on va s'appuyer pour pouvoir tenir. Parce que la sécurité, tant qu'elle n'est pas intérieure, ancrée, on va la mettre à l'extérieur. La sécurité, par exemple, la peur, il y a la notion de la honte. Là, j'avais pensé aussi à la honte, c'est-à-dire la honte, c'est le troisième chakra, la capacité d'agir librement, sans avoir peur du regard des autres, sans être limité par le regard des autres. Ça me rappelle une fois à un cours de yoga, une élève qui arrive pour la première fois, elle fait une posture où on a les fesses en l'air, complètement ouvertes, et elle se met à éclater de rire. Et évidemment, c'était quelque chose par rapport à la honte. Et qu'est-ce que c'est que cet espace si levé, si exposé? A-t-on le droit de faire ça? Bon, je dis ça pour une posture, mais ça travaille aussi, ça libère cette émotion, par exemple, pour pouvoir agir. Très souvent, je rappelle, je raisonne cette notion d'être juste, d'être vrai, pour rappeler, pour amener le pratiquant à réveiller ou se questionne en lui cette notion de centre, de vérité. Où est-ce que je suis centré? Suis-je centré? On a plein de centres en soi, mais suis-je juste par rapport à ce que je fais? Est-ce que qu'est-ce que je ferais si j'avais zéro peur? S'inviter à ces questionnements dans un espace sécurisé de relaxation, par exemple, ou dans un espace de tapis défini, ou dans un temps défini, ça transforme. Je crois qu'il y a une notion un peu clé que tu as évoquée, en tout cas moi ça résonne bien, c'est le non-jugement, la bienveillance. Ouais. En fait, déjà avec soi-même, il y a le regard des autres, mais il y a aussi le regard qu'on porte sur soi, nos capacités à aller un peu au-delà de ce qu'on sait faire, à se faire confiance. Et j'ai découvert à travers tes cours, en fait, que la liberté, on pouvait la voir petit à petit, en travaillant un mouvement, toujours le même, et en voyant comment il évolue. On se fait confiance, on se dit « Ah tiens, il y a quelque chose qui se débloque ». C'est ça. Je rebondis tout de suite parce que c'est vrai que travailler la répétition est quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on va agir sur plusieurs plans. Et on agit sur le plan physique, sur le plan énergétique, sur le plan psychique, sur le plan spirituel. Et quand on fait une chose une fois, on n'a pas ça. Et même si quelqu'un physiquement va faire quelque chose une fois parfaitement d'une certaine façon, il ne va pas avoir, s'il ne le fait qu'une seule fois, cette opportunité d'entrer dans cette intimité subtile
qui nous fait rentrer dans tous ces corps. Le corps physique, je répète parce que c'est le corps énergétique, le corps psychique, le corps spirituel. Et d'observer ce qui se passe, en fait. Souvent, liberté, on a l'impression que la liberté, c'est le mouvement absolu, tout le temps le mouvement, mais ça passe aussi par l'ancrage. Complètement. Ça passe même en premier par l'ancrage, on va dire. J'entends beaucoup d'enseignants de yoga, à juste titre, qui disent en Occident, oui, on est beaucoup là-haut, dans la tête mentale, et même quand on commence à travailler l'énergie, la subtilité, pouvoir ouvrir le 6e chakra, mais on n'a pas d'ancrage, donc ça sert à rien. Et première chose, c'est vraiment travailler l'ancrage. C'est la chose la plus importante. L'ancrage et donc toutes ces notions de sécurité, de peur, d'animal, l'acceptation de notre incarnation, notre animalité, le rapport aux besoins fondamentaux, dormir, manger, aimer, faire l'amour. Il y a une relation comme ça, toujours avec un cadre, quelque chose avec un référentiel, une zone sécurisée et en même temps la créativité. C'est-à-dire que le cadre, cette zone où on se sent en sécurité, nous permet d'aller à chaque fois un peu plus loin. Oui. Et je trouve que, pour avoir testé aussi plusieurs cours, je me rends compte qu'avec tout ce qu'on vient travailler avec Nila Outhoff, cette première partie de tes cours, moi, c'est ça que ça vient m'apporter. C'est que je peux ensuite placer le souffle plus librement là où ça peut me faire mal, là où ça peut tendre. Et donc, de savoir que je suis en capacité de faire ce mouvement et ensuite de faire circuler librement mon souffle. La liberté, c'est ça aussi pour moi. C'est un cadre et puis de la créativité. Et donc, c'est cette relation sans arrêt de va-et-vient qui est intéressante à travailler. C'est vrai que la créativité... Moi, j'ai fait beaucoup de travail d'improvisation avec du clown, avec du tango argentin qui est vraiment qui n'est pas chorégraphié, c'est toujours improvisé. J'ai fait du jeu masqué, donc de la scène de théâtre avec des spectacles d'improvisation, parce que tu es relié au public. Et cette habileté d'improvisation, je l'ai apprise avec le yoga. Je l'ai apprise en observant tout, en ajustant toujours le rapport au souffle. C'est le souffle qui est le maître, mais je ne serai jamais musculairement ni psychiquement en deçà de la présence qu'il va requérir, ni au-delà, c'est-à-dire devançant d'une musculature ou devançant d'une... Et cette capacité à laisser ce maître en moi être, ça ouvre des portes, ça ouvre des portes incroyables sur la capacité d'être libre, de créer, d'ajuster, parce qu'on ajuste avec ce qui est. Voilà. Et c'est un entraînement que de le faire avec le souffle, en même temps que ça développe une certaine puissance, je pense, mais ça permet de le faire ensuite dans la vie courante. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit aussi par rapport à s'aimer, où on accepter bienveillance vis-à-vis de soi-même, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est très fort, c'est cette capacité de ne pas s'aimer, qui résonne chez beaucoup de personnes, et qui installe une certaine maltraitance verbale. T'es nul, t'as encore raté, t'es trop grosse, oui, tu manges, tu vas encore nanana, ou tu manges pas, tu vas encore nanana. Vraiment, avec tes enfants. Il y a une maltraitance ancrée chez certains. Voilà, mais qui peut se démonter. Moi, je vois dans les accompagnements, quand on se rend compte, on peut sortir de ça. Mais je me rends compte que c'est très présent chez la plupart des gens, de se dénigrer. Comme si on n'avait pas besoin de toute notre énergie pour faire autre chose. Pourquoi ne laisse-t-on pas l'amour en soi résonner en soi, l'amour de soi résonner en soi? Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien inviter à faire dans les cours, laisser résonner l'amour aussi. Ouais. Parce que c'est l'amour dans les corps. Combien de personnes n'aiment pas leur corps, alors que c'est notre seule maison qu'on aura du début à la fin de notre vie. Et ce désamour nous oblige à cacher et donc à nous-mêmes ou à l'autre. Exactement. Donc, du coup, on cache. Il faut cacher, ça veut dire organiser un système de protection pour pas que ça soit vu par soi-même et par les autres. Et donc, c'est des barrières, autant de barrières qu'on met dans notre espace d'expression de nous, de merveilleuses expressions de nous, que celles qu'on pourrait avoir en toute liberté, mais comme tu l'as bien redit, dans l'ancrage. Et dans notre capacité d'écoute sensorielle, et dans notre capacité d'agir, et dans notre capacité d'aimer,
et dans notre capacité d'être en connexion avec le subtil. Et toute cette chaîne que je viens de déployer, plus ou moins chacun avec des résonances différentes. On n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes résonances à chacun des étages, comme ça évoqués, matériel, sensoriel, expression, amour et subtilité. Et tu observes une évolution. Alors, on a tous un rapport très différent à notre corps, à nos différents corps. Pour accompagner cette liberté, en général, les yogis viennent te voir à la fin du cours. C'est un cheminement très intérieur, très personnel. Ça nécessite aussi d'être accompagné, yoga, ayurveda. Ouais. J'ai le sentiment que moi, si j'étais restée seule avec ma problématique de liberté, ça aurait été compliqué de changer ma perception et mon regard. Juste avec la pratique simple des postures. Tout à fait. Donc, comment t'accompagnes cette élévation, entre guillemets? Oui, c'est vrai qu'il y a un peu un tabou ou quelque chose qui est beaucoup moins travaillé, l'approche complètement de Mano Maharishi psychique, parce que le yoga nous donne beaucoup d'outils, de points d'appui pour transformer, tout comme les postures, donc, mais qui sont très peu enseignés, et pendant toute une période, parce qu'il y a aussi en France cette peur d'être pas à la bonne place. Alors, je suis pas un thérapeute. J'ai pas fait d'études, donc je peux pas m'occuper du psychisme, parce que voilà. Il y avait aussi cette grande peur. Je veux pas être une secte. Donc, en ayant peur d'eux, ce système aussi, c'est aussi limité à cette explosion. Oui, à cette explosion, à cette exploitation d'une certaine partie de ce savoir et de ces connaissances qui sont. Donc, moi, je transmets ça soit dans des ateliers spécifiques. Des fois, j'ai fait des ateliers sur les yamas, les niyamas, avec des petits groupes il y a quelques années. Mais je le transmets plus facilement dans des stages, parce que dans les stages, on a un dialogue. J'ai un dialogue avec chacun. Enfin, on a un dialogue, et donc il y a des temps de. C'est pas comme s'il y avait tant de partage, mais il y a vraiment, j'ai l'impression, comme enseignant, de dialoguer avec les personnes dans l'enseignement exactement là où ils sont, et dans les accompagnements individuels aussi. Qui sont aussi toujours précieux et qui me permettent soit de transmettre à une personne qui a envie de savoir comment, soit d'accompagner pour aider à libérer des espaces ou à prendre appui sur de nouvelles notions qu'on n'osait pas prendre. Par exemple, la violence, je viens de parler de la violence qu'on se fait à soi-même, la violence qu'on a reçue. Cette question de la violence, c'est une question, par exemple, dans des consultations qui revient souvent, qui est un point très intéressant. Par exemple, ne pas accepter qu'on a été touché par de la violence qu'on a vue, qui est le cas de beaucoup d'enfants, et qu'on élimine, voilà. Et nous, si on l'enfouit et si on le cache, on va se comporter d'une certaine façon. Laisser les émotions légitimement être par rapport à des expressions de violence, ou comprendre que quand on est témoin d'une violence, on est violenté. C'est pareil que de subir ou que de donner. Ce thème-là est là. Donc ça, c'est un point d'observation que j'ai, et après du coup voir aussi la violence qu'on se fait à soi-même. C'est très étonnant, par exemple, cette histoire de violence, parce que ce qui m'arrive souvent, c'est de dire aux gens, mais est-ce que ce que vous me dites là de vous le diriez à votre enfant que vous aimez énormément? Parce que comme quelqu'un qui dit je fais ça, je suis nul, je suis encore, tu vois, tu verrais votre enfant qui passe et vous lui diriez oui, t'es vraiment trop nul, c'est même on sent, on voit la violence que l'on ferait sur l'enfant qui a 3 ans ou 2 ans et qui entend ces phrases-là qu'on se répète à soi-même. Cette violence, elle est la même. Elle n'est pas moindre. Ahimsa, c'est un des yamas. Yamas, c'est les maîtrises, c'est les éléments, les points d'appui que le yoga nous invite à regarder pour nous occuper de ce psychisme. Un des éléments. Et un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est Satya. C'est être juste, être vrai. Et ça, c'est un parcours de vie. Moi, c'est quelque chose qui me questionne depuis très longtemps. Est-ce que vraiment, c'est un vrai quelque chose qui s'exprime réellement de moi, ou est-ce que c'est un conditionnement, ou est-ce que c'est pour pallier à des barrières ou à des peurs? Et ça, c'est un questionnement qui est très intéressant. Est-ce que je suis libre de mes choix, ou est-ce que je suis emprisonnée par des injonctions, par des conditionnements. Des conditionnements, ouais. C'est pour ça que je dis le yoga, c'est vraiment une discipline, non pas d'abord une discipline d'action, c'est vraiment, on est là pour agir, et qui participe au déconditionnement. Tu as parlé tout à l'heure de la liberté des espaces.
On parle de quels espaces et est-ce que c'est un rapport avec les chakras? Oui, alors là, effectivement, je me suis appuyée sur les chakras pour parler. Les chakras, il y a plein de chakras dans le corps, mais il y en a 5, 6, 7 principaux. Et ils sont sur le corps psychique, dans la cartographie du corps védique. Et à chacun des chakras est associée une réalité dans notre expression de notre vie courante, d'ancrage, ou de capacité de créatif, ou de capacité d'agir, ou de capacité d'aimer. Donc là, je te montre les chakras. Ou la capacité de s'exprimer. Et donc aussi, c'est intéressant parce que c'est une chaîne qui peut correspondre aussi à l'évolution de la vie. On pourrait, de 0 à 7 ans, l'ancrage, tout ce qui est matériel, tout ce qui est les besoins fondamentaux. Puis de 7 à 14, on développe le sensoriel. Voilà. Ça peut aussi, si on maturait potentiellement comme ça, avec les âges, progressivement monter dans l'expression libre de chacun de ces espaces. Mais en réalité, ça se passe pas comme ça, parce qu'ils sont bloqués et mal et pas. Donc on passe les âges et on passe les différents chakras, les différentes dominantes en fonction de notre vie. Ils sont aussi associés donc à des émotions dominantes et aussi donc à des habiletés dominantes. Je pense à ça, me vient résonner le chakra de la gorge par rapport à la liberté, parce que le chakra de la gorge, c'est celui de l'expression de soi. Et c'est vraiment cette capacité à exprimer du fond de soi à l'extérieur, donc avec une parole juste et avec énormément de courage, parce qu'il faut du courage pour sortir ce qu'il y a à l'intérieur et l'exprimer à l'extérieur dans un espace donc qui va être créatif, parce que c'est forcément inventé, entre guillemets. Et c'est pas préparé, c'est l'expression de soi. Et quand cet espace est bloqué, c'est cette expérience de la solitude extrême, la souffrance de la solitude, c'est-à-dire on peut pas dire, on peut pas être. Comment on en prend soin? Comment agir dessus? Progressivement libérant quand je vois des choses comme ça, progressivement d'apprendre à parler, progressivement d'oser créer, de se libérer cette liberté cette liberté créative. Moi, une personne, je me rappelle de la créativité quand on en a parlé dans un accompagnement. Ça l'a tout de suite tilté et elle s'est mise à faire tous les jours quelque chose de créatif, manuellement, dessiner ou faire des collages. En fait, elle était très manuelle et elle avait complètement oublié ça. Et donc, ça a libéré quelque chose. Après, s'occuper aussi de l'espace du cœur, c'est-à-dire je disais tout à l'heure, les personnes ne s'aiment pas, c'est l'amour. L'amour de soi va être aussi, quand il est en place, permettre de rayonner aussi sur l'amour des autres. C'est un cadeau que d'aimer, quoi. C'est formidable, en fait, d'aimer. C'est plus important que d'être... Enfin, c'est plus formidable que d'être aimé. Beaucoup plus. Aimer, c'est super. J'avais une question par rapport Parce qu'on vient tous avec des niveaux très différents déjà. La perception de la liberté, oui. Voilà, elle est très personnelle. Mais il y a plein de personnes qui viennent faire du yoga sans se dire qu'ils sont complètement emprisonnés, qui n'ont même pas conscience. Mais bien sûr. Qui sont emprisonnés au niveau de leur corps, au niveau de tous les corps d'ailleurs. On en prend conscience au fur et à mesure. On vient pas on vient pas en cours en se disant tiens, je vais me libérer. Complètement, mais personne ne dit j'ai envie de me libérer, je vais faire du yoga non plus. Hein. C'est pas identifié comme ça non plus. Ça vient, c'est identifié comme j'ai mal au dos, je vais au yoga. J'ai mal, je veux respirer, je suis stressée, je vais au yoga. Comment on en prend conscience de ça? Moi, ça a été assez évident. Oui, parce que tu as fait assez vite un accompagnement ayurvédique aussi. Assez vite. Des retraites. Des retraites assez vite. En fait, quand le yoga est puissant, il y a beaucoup d'enseignements. Et quand ta demande est forte, tes réponses sont abondantes. Si ta demande... tu peux très vite être nourri en plus. Avec il y a de la matière. Il y a de la matière. Si ta demande, elle est petite, le yoga, c'est une bonne gymnastique. Tu restes à ta bonne gymnastique. Et c'est très bien pour cette vie. Je dis pour cette vie, pour ceux qui croient. Non, je rigole. Mais c'est pour ça que des fois, je m'amuse à partager. On fait des groupes... je fais presque tous les ans des témoignages les uns des autres de ce que vous recevez du yoga dans les cours.
Et parce qu'il y a des personnes qui reçoivent simplement, qui osent pas, que ça ouvre pas leur possibilité qu'ils recevraient autre chose. Alors peut-être qu'ils ne le recevront jamais, et c'est très bien, hein, c'est vraiment très bien. Il n'y a pas besoin de recevoir d'autres choses, hein, que chaque étage peut être tout à fait rassasiant, hein. Mais parfois, on ne va pas à d'autres étages parce qu'il y a des limites. Donc c'est ça qu'il faut faire sauter. C'est pas le fait qu'il faut aller à tous les étages tout le temps. Certains témoignent justement, comme toi tu as pu le faire, de comment la pratique change sa vie quotidienne, son rapport à soi, des choses un peu profondes et de changements profonds, de compréhension de soi et du monde. Et d'autres personnes, je regarde ceux qui parlent, disent, ah bon, waouh, on se sent un peu seul parfois. Mais je me rappelle aussi une personne qui a été, elle écoutait et tout d'un coup elle s'est dit, et je l'ai entendu dans sa tête se dire, ah bon, et moi? Ah bon, et moi? Et donc pour moi, qu'est-ce qui se passe? Ça peut bousculer. Et ça ouvre, ça permet de... parce que comme c'est pas des changements rapides, c'est pas... on prend pas une aspirine et on arrête le mal de tête. Ou, c'est pas une chimie, c'est pas des choses d'urgence. Oui. Donc, souvent, on est transformé. Et puis, tout d'un coup, on va regarder s'il n'y a pas eu un accompagnement à la conscience et qu'on était tous seuls dans ce chemin. On va regarder, mais à 3 ans, je ne me comportais pas comme ça par rapport à ces événements du quotidien ou par rapport à cette emprise que j'avais, tout le monde m'en veut, ou que par rapport à cette insupportabilité que les choses ne sont pas comme je voudrais, par rapport, donc je fais référence aux colères ou aux abandons, enfin toutes ces choses. On porte le regard et on observe qu'effectivement ça a changé. Mais je pense que mettre de la conscience, ça fait avancer plus vite. Ça fait avancer plus vite, et j'ai envie de dire aussi que à chaque épreuve, à chaque nouvelle épreuve qu'on peut vivre, où on peut se retrouver dans des schémas enfermants, de l'avoir conscientisé, on peut s'appuyer encore plus sur le yoga et l'ayurveda en se disant, tiens, à ce moment-là de ma vie, j'ai cet outil, je sais que c'est une safe place, que c'est ressourçant pour moi, et d'en avoir conscience, ça permet d'avoir un écho comme ça dans notre vie. Et j'en avais pas conscience au tout début quand j'ai commencé. Aujourd'hui, je me dis, tiens, là, respiration, méditation, pratique, ouverture. Connaissance. C'est là où ça va monter aussi pour... Enfin, c'est dans... Les connaissances, c'est-à-dire à un moment, tout d'un coup, quand est nommé, parce que la science védique sont quand même, il y a des textes, il y a beaucoup de textes, c'est nommé, et que tu reconnais par les pratiques, ah mais oui, mais ça, c'est les choses, les connaissances, l'ivresse, que ça sert à rien, mais ça sert juste à nommer, ah oui, et tac, ça éclaire tout ce que tu as expérimenté ou ressenti, ou ça le stabilise, ou ça le... Voilà. Et donc, c'est sûr que les transmissions, les connaissances, c'est formidable. Ça permet d'ouvrir le champ. Incroyable. Moi, je l'ai vécu, par exemple, pour la santé. Je me restreignais avec le yoga, au corps physique, énergétique, spirituel, mental aussi, avec Manoma. Mais pas à la santé avec l'Ayurveda, par exemple. Quand j'ai découvert l'Ayurveda, ça a ouvert, quoi. Et ça a simplement mis des mots sur ce que je savais déjà. J'exagère, je savais pas tout déjà, mais c'était une connaissance facile à recevoir. Mais ça aurait été vraiment tellement dommage de ne pas passer par là, enfin, de pas naviguer dans ce champ-là de connaissances, de pas lire ces textes, de pas être enseigné, de pas pouvoir de pouvoir ensuite mettre des mots sur la santé, de pouvoir comprendre tout ce que ça m'a appris à comprendre, les saisons, les désordres. J'aime bien dire avec le yoga, l'Ayurveda, quels sont vos désordres? Regardez vos désordres. Dites-moi vos désordres. Je vous dirai où vous en êtes. Et observer nos désordres, c'est un point d'observation intéressant. Souvent on dit non, ça va, ça. Et on a une acceptation de tout ça. Et pour terminer sur ce thème, j'aimerais te faire préciser une chose. Tout à l'heure, tu as parlé, alors je sais qu'on ne va pas l'aborder en 5 minutes, mais tu as parlé des yama niyama. Ça consiste en quoi et en quoi la liberté a à voir avec ces notions-là? Alors, yama et niyama, yama, ça veut dire maîtrise. Il y en a 5, c'est comme les 5 doigts de la main. 5 yamas, 5 niyamas.
c'est des points d'appui pour nous inviter pour nous guider dans ces transformations. C'est des points d'appui qui ont été dit comme essentiels. Regardez ça, et cheminer avec ça. Donc, les yamas, il y a regarder la question de la violence, donc je l'ai évoqué. Regarder la question de la vérité, satya. Regarder la question du vol, asteya. Ça, je le travaille souvent, je l'utilise souvent, parce que cette notion de voler, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vole du temps, de l'énergie à mes enfants? Est-ce qu'ils m'ont volé? Est-ce qu'on m'a volé de l'énergie aussi, ou du temps, ou mon corps, ou de la... Voilà. Voler de la matière aussi, s'approprier des connaissances, ou s'approprier. Je dis souvent ça parce que je pense souvent aux parents-enfants, parce que je trouve que c'est très courant d'avoir des parents qui sont plus joyeux que leurs enfants pour les résultats d'un examen, ou plus souffrants qu'eux, donc ils s'approprient à une dérive, et c'est des fuites d'énergie, ça, pour l'enfant. C'est du vol. Brahmacharya, qui est la gestion des énergies, qui longtemps a été... associé au célibat, à l'abstinence sexuelle. Maintenant, nous, on fait du yoga tantrique, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est-à-dire on est vraiment dans les énergies que l'on veut déployer dans notre vie de société, avec notre famille, nos amis, nos enfants, nos amants, nos patrons, nos employés, voilà. Avec toutes ces relations-là, on n'est pas dans un ashram, et pourtant on fait bien du yoga, yoga tantrique. Donc Brahmacharya serait plus cette capacité de s'occuper de ses énergies, d'avoir une conscience des énergies, voilà. Et puis Aparigraha, qui est cette notion de prise, non prise, lâcher prise, qu'on emploie souvent dans le yoga, lâcher prise, physique, psychique. Si on lâche prise, alors on est obligé de vérifier avant qu'il y a un espace de confiance. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit au début. Voilà, on lâche pas prise s'il n'y a pas de confiance, sinon on se fait du mal. Donc je lâche prise, non, je vais pas lâcher ce muscle, non, j'ai besoin de ça, je protège cet espace. Psychiquement non plus, je vais pas lâcher. Ce qu'elle me dit, non, j'écoute pas. Nombre de fois où les gens me disent, ah mais t'as dit ça, c'est nouveau. Non, je l'ai répété depuis 20 ans, et tout d'un coup, il y a quelque chose... Ça résonne. Oui, parce qu'il y a le lâcher prise sur la protection qui dit, non, ça je veux pas l'entendre, ça c'est non. Ça, c'est les yamas. Donc, moi, donc c'est personnel, ça traite de notre relation. Personnel, mais ça se travaille souvent avec la vie de relation. Parce que le rapport à la violence, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, effectivement, mais c'est de soi à l'autre en soi. Enfin, voilà. De soi à soi. Voilà, de soi à soi. La vérité, c'est souvent aussi comment on s'exprime, qu'est-ce qu'on dit. Est-ce que ce que j'ai dit à telle personne, est-ce que c'est juste de lui avoir dit ça? Est-ce que c'est juste ce que j'ai dit? Et est-ce que c'est juste de lui avoir dit? Ou de l'avoir pensé? Ou est-ce que j'ai une nuisance à penser ça? Est-ce que voilà. Ou la question du vol, on l'a parlé, je donnais l'exemple des enfants. Tu vois, c'est plus, on va plus trouver le champ d'expérience pour travailler ça dans la vie de relation. C'est pas que, tu as raison, mais on trouve là. Tandis que les niyamas, c'est vraiment dans son espace personnel, parce que c'est la propreté, la pureté, donc tous les nettoyages du yogique, le nettoyage de l'espace, la notion de pouvoir prendre soin d'un espace, donc de son corps aussi. De ses corps ou de son corps? De son corps physique. Souvent, physique. Chao-Cha, c'est plutôt lié à ça. Le premier que j'ai oublié, c'est le contentement. Ça fait partie des choses des niyamas, c'est-à-dire pouvoir avoir du contentement, être une satisfaction de la vie, satisfaction. Et donc, quand je vois les gens en individuel, ou même en groupe dans les stages, ressentez-vous de la satisfaction, du contentement? Est-il présent? Déjà, tu questionnes. Non. Déjà, tu dis, est-il présent chaque jour? Est-il présent quoi qu'il arrive, no matter what, un événement difficile ou un événement? C'est-à-dire ce contentement de la vie, quoi. Parce que, tu vois, on s'en fout. Enfin, tu vois, satisfait. Il y a un contentement d'être... ça nous prend de la distance par rapport au regard de ce qu'est la vie, tu vois. Donc c'est une satisfaction. Mais et je l'ancre aussi dans l'Ayurveda aussi, satisfaction, par exemple, l'Ayurveda s'intéresse au système digestif comme premier élément de santé. Satisfaction d'aller à la selle tous les jours. Satisfaction d'avoir des selles bananes moulées tous les jours. Et le basique, back to basic. Back to basic, qui n'est pas basique pour beaucoup de gens dans notre société. Je pense pas que, d'abord,
d'expérience, je peux te dire que la plupart des gens disent « ma digestion va bien » et c'est non. Si on dit « on digère bien », quand on fait une selle par jour, banane moulée le matin en un morceau. On va pas conclure là-dessus quand même. Conclure là-dessus. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que je disais ça à quelqu'un que j'ai vu il n'y a pas longtemps, ça donne un sentiment de satisfaction quand ça se passe bien. Et la satisfaction, c'est pour ça que je dis, c'est le corps primaire. Satisfaction. Bon, et non, on va passer sur les autres. Contentement. Donc, il y a tapas qui est l'ardeur aussi. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on est responsable de son ardeur. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelque chose qui nous ramène à soi tout le temps. Et l'ardeur, c'est pareil que l'ascèse. Donc, c'est cette capacité d'ascèse, d'ardeur. Moi, j'ai beaucoup joué avec ça, travaillé avec ça. Bon, il y a l'ascèse, il y a l'ardeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, allez, je me prive un peu, je me prive de ça. Qu'est-ce que ça va donner? Tu vois, il faut jouer avec ces éléments. C'est des points d'appui pour voir qu'est-ce que ça transforme. Avant de comprendre la puissance de ces guides, c'est pas directif, c'est pas les 10 commandements. Point d'appui, ancrage, ressources, ouais. En lien avec la liberté. Ouais. Observer aussi comment ça évolue. Ouais. Prendre soin de soi. Ouais. Et la liberté, je suis très bien d'y revenir sur ce mot, parce que des fois aussi, on voit le yoga comme le corps et l'espace spirituel, et pour certains, des fois, c'est une fuite pour pas s'occuper de l'espace, de toutes les difficultés psychiques, quoi, par exemple, les désordres, les difficultés. Voilà, c'est un refuge, mais parfois, ça peut être une fuite. Et il y a vraiment à travailler aussi tout ce champ émotionnel, psychique, pour accéder à la liberté. C'est vraiment important pour accéder à, je dis n'importe quoi, que sais-je de tout ça? Non, mais voilà, je voulais remettre une fois encore cet espace. Merci. Eh ben, j'ai envie de dire libérons-nous. Lâchons prise, libérons-nous. Super. Merci beaucoup Anne-Dominique. Merci Caroline. À bientôt. À très bientôt. Merci. Vous pouvez retrouver toutes mes activités, cours, ateliers, retraites et accompagnements ayurvédiques sur le site yogasphinx.fr et me suivre sur Instagram Anne-Dominique Desfontaines. Merci, à très bientôt.